Recording is on. Salut à tous, c'est Franck de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va continuer notre cheminement sur la méthode Silva. Hop. Donc on est sur toujours l'étude du livret de cours, toujours avec l'IPASCO. Et cette fois-ci on passe donc sur la partie 303 du cours. Donc jusqu'à présent on a pu voir comment le niveau alpha nous emmène dans de la relaxation, puis après comment de cette relaxation on peut commencer à l'utiliser pour créer un ensemble d'outils nous permettant au quotidien d'améliorer notre vie, pour apaiser des problématiques internes, pour préparer des choses, pour projeter des choses. Et là on commence à petit à utiliser ce niveau alpha pour aller dans un monde qui est un peu plus symbolique. Donc, c'est ce que je vous expliquais sur les vidéos. Et je pense que Lee, elle va vous redonner sa perception des choses. Je pense que c'est un des moments intéressants de la méthode Silva, parce que c'est vraiment le moment où on voit dans le cours, il y en a qui accrochent, il y en a qui accrochent moins, il y en a qui accrochent pas au départ, qui accrochent après. Il y en a qui accrochent pas le 3.03, mais dès le 4.04, où c'est la mise en application, ils disent « Ah ouais, c'est bluffant ». Donc, c'est assez intéressant, la transition. Et c'est là, alors dans le cours, c'est pas écrit, si peut-être dans le manuel en anglais, je suis même pas sûr, le mot clairvoyant. Mais le mot qu'utilisait José Silva, c'était clairvoyant. Il voulait former des clairvoyants. C'est à partir de là où on peut dire qu'on passe sur vraiment ce développement de la clairvoyance. Et comme je vous le rappelle, il avait commencé avec Isabella, qui a été celle qui l'a bluffé la première fois, sa fille, où il s'est dit « Waouh, elle lit dans ma tête ». Et donc, à partir donc, du 3.03, c'est projection sensorielle effective, PES en anglais. Et c'est pas ce qu'on a l'habitude de dire au niveau de PES, qui sont les pouvoirs extrasensoriels en français. On est sur le même acronyme, mais en fait utilisé différemment. Est-ce que tu veux introduire ce 3.03 justement, qui pour moi, dans le cours, et en étudiant comme ça, je trouve ça très cohérent, cette amenée, mais peut-être que pour un néophyte, d'un coup, il y a une rupture, genre tu nous donnes des trucs très concrets, miroir de l'esprit, j'ai une problématique, je suis pas bien là, je mets miroir, encadrement bleu, miroir, encadrement blanc, pouf, je sens qu'il y a un truc qui se passe. Et là, d'un coup, on va dire, bon, bah, tu vas rentrer dans un corps inanimé, dans un corps métal, un corps végétal, un corps animal. Comment toi, tu le perçois, et toi, la première fois que tu as vu ça, qu'est-ce que tu en as pensé? C'est vrai, la première fois, je n'ai rien compris. Mais surtout dans les métaux, oh là là, c'était un désastre. Et, en fait, petit à petit, quand j'ai commencé à voir l'ensemble, surtout bien sûr quand j'ai commencé à vraiment étudier la structure et tout ça, pour moi, c'est la prochaine étape essentielle quand même. On ne peut pas aller plus loin sans faire une petite pause et commencer à examiner justement la création d'images mentales. Et justement, j'ai vu justement la petite introduction, et franchement, pour moi, 3.03, ce n'est pas du tout ésotérique. Pour moi, 3.03, c'est donner l'étudiant, le stagiaire, la possibilité de vraiment commencer à pratiquer une des capacités essentielles pour mieux utiliser son cerveau. Et ça, c'est justement visualisation, imagination. Ce que José appelle les deux facultés de génie. Et ce que les neurologues disent aussi. En fait, j'ai trouvé dans un livre de Antonio Damasio, qui a écrit L'erreur de Descartes. Lui, il disait effectivement qu'il n'est pas possible de penser, à moins qu'on fait ça à travers des images mentales, même si les images étaient un peu abstraites, quoi. Donc, c'est vraiment la fondation de notre pensée. Et en fait, toutes les techniques dans la première partie, presque toutes, sont aussi basées sur justement la capacité de gérer nos images, de créer des images, de les modifier quand nous on veut, pas simplement quand notre imagination court dans tous les sens. Donc,
là, je trouve que 303, c'est vrai, c'est très différent dans le sens qu'il n'y a plus des techniques telles quelles, mais maintenant, c'est comme si on prend un pas de recul et maintenant, on commence à voir, mais comment est-ce que je dois faire ces techniques? Pourquoi est-ce que quelqu'un, j'arrive pas à visualiser? Et pour moi, et tout ça, c'est une préparation pour 404. Pour moi, comment est-ce que moi, je perçois certaines choses? Ça peut être objectif, ça peut être subjectif, mais quels sont, et là, c'est la fameuse phrase, mes points de référence? Comment est-ce que moi, je fonctionne à l'intérieur? Parce que c'est ça. On ne peut pas étudier comment quelqu'un d'autre fonctionne. Parce que et l'exemple classique, c'est quand on dit le mot rouge, nous deux, chacun, on pense au rouge. Est-ce que toi, tu vois et tu perçois le même rouge que moi? Bien sûr. On ne sait pas, parce que tous nos sens sont des réactions à ce qu'on capte de l'extérieur, mais quand on les perçoit, c'est à l'intérieur. Bien sûr, bien sûr. Je trouve que le 303, dans un cours occidental, est exceptionnel. C'est pas pour toi. Est-ce que tu as trouvé le même type d'entraînement où on passe des heures et des heures à créer des images plus grandes, plus petites, changer la couleur? J'ai trouvé ça nulle part ailleurs, sauf dans les moines tibétains et les Rosicruciens. Les Rosicruciens le font. Et là, effectivement, José Silva a étudié ça et il a beaucoup été influencé. Et je crois qu'une partie de 303 doit être basée sur comment les Rosicruciens insistent. On fait des heures et des heures de pratique pour pouvoir mieux visualiser, imaginer. Donc, moi, je vois ça plutôt comme ça. La plupart de 303, c'est mieux s'entraîner, de pouvoir vraiment gérer nos images mentales au lieu de dire « Ah, j'arrive pas » ou c'est trop grand, c'est trop petit, c'est trop flou, c'est trop ceci, c'est ça. Et on a l'impression qu'on ne peut rien faire. Comme si c'est une chose objective. Mais non, c'est subjectif et nous, on doit pouvoir contrôler ça. Arrêtez de respirer. Moi, ce que je trouve passionnant, c'est ce que tu as dit tout à l'heure, c'est créer des points de référence. En fait, c'est quelque chose qui paraît qui est assez intéressant. Alors déjà, il faut voir qu'on est au 303, donc il y a eu au moins 6 ou 7 programmations. Donc, à ce moment-là, tout le monde sait descendre en alpha, tout le monde sait aller en alpha facilement. Et à partir de là, je trouve que ce qui est intéressant, c'est de se dire, pour la première fois, je sors de moi. Parce que jusqu'à présent, quasiment tout le boulot qu'on a fait, c'était nous, pour nous, à l'intérieur de nous. Et là, on commence à ouvrir un champ des possibles qui est de se dire, tiens, est-ce que je peux exploiter cette compétence que je développe pour autre chose, avec un plan de référence qui va être du végétal, de l'animal, de l'humain, du non-vivant. Est-ce que je peux avoir un ensemble de références pour travailler dessus, pour corriger? Et là, je reviens sur un des points qui fait la philosophie de la méthode Silva, c'est toujours l'entraide, l'idée de penser à l'autre. Là, je lisais encore dans je ne sais plus quel bouquin de Silva que aider quelqu'un d'autre, c'est s'aider soi-même, et ça, il le met énormément en avance. Donc, c'est intéressant de se dire, dans un premier temps, je m'occupe de moi, puis après, je commence à découvrir cette transition en 3-0-3 qui va me permettre de pouvoir aider, assister, accompagner, je ne sais pas le nom qu'on pourra utiliser autour de ça, des personnes qui sont dans le besoin. Mais toujours dans cette idée-là, je m'aide moi, j'aide les autres, mais aider les autres, c'est m'aider moi. Donc, il y a quelque chose de très beau, je trouve. Là, on est dans la pure philosophie de Silva où on n'utilise pas le niveau alpha pour faire du mal, on pense toujours aux autres, on ne s'oublie pas. Et c'est peut-être ça qui est intéressant, qui est passionnant. Il a quand même bien structuré le truc en disant d'abord travaillez sur vous. 1-0-1, 2-0-2. Vous pouvez travailler sur vous parce que vous êtes la personne la plus importante pour vous-même à ce moment-là. Mais une fois que vous commencez à maîtriser des choses, c'est naturel que vous alliez vous occuper du monde parce que les autres ont aussi besoin de ce rapport-là. Est-ce que toi, tu sens cette… moi, je trouve que c'est à partir de là où on sent l'envie de partage pour un monde meilleur, pour faire attention aux autres. Est-ce que toi, tu as cette sensation aussi
Est-ce que c'est quelque chose qui t'a marqué? Les âges, comme des pères, des mères, des frères, des sœurs, des fils, des filles, etc. Justement, c'est tout ça, quand on a réglé nos plus grands problèmes. Enfin, je peux m'endormir, je peux commencer à vraiment fixer mes buts, je n'ai plus des maux de tête. Donc là, effectivement, il y a une sorte d'expansion. Maintenant, de quoi est-ce que je suis capable? OK. Je peux résoudre des trucs quotidiens, je suis en meilleure santé, je peux gérer mon stress, tout va mieux. Maintenant, de quoi est-ce que je suis capable vraiment? Et comment est-ce que moi, je fonctionne à l'intérieur? Et ça, c'est fascinant. C'est intéressant là, ce que tu viens de dire, la dernière phrase. Comment je fonctionne à l'intérieur? Jusqu'à présent, je me suis aidé moi-même parce que je n'allais pas très bien ou parce que je voulais aller mieux. Et à partir d'un moment donné, on continue à être centré sur nous. Le 3-0-3, c'est là la transition. On est encore centré sur nous et on découvre comment nous, on fonctionne par rapport à un monde extérieur. On n'est pas encore complètement sur le monde extérieur. On n'est pas en train de faire le travail du 4-0-4. Et je trouve que cette phrase, elle est intéressante. C'est « je suis encore dans cette quête intérieure. Je vais mieux ou c'est OK. Hein, si on n'est pas encore au top, c'est OK. C'est de mieux en mieux. Et je suis encore en train, je suis dans la phase où je m'apprends sur un nouveau potentiel que j'ai. Et ça, je trouve que c'est pertinent comme la phrase a du sens dans cette transition-là. Ouais, dis-moi. Et tout ce que je perçois avec mon imagination va servir comme un point de référence dans le futur. Ouais. Pour beaucoup de gens, c'est une vraie découverte de notre pensée en image. C'est extraordinaire. Et justement, quand je dis en image, ça ne veut pas forcément dire image visuelle. Bien sûr. Et là, je t'ai parlé justement d'une amie que j'ai découvert à Fantasia. Pourtant, elle est expert en PNL et tout ça. Et quand j'ai entendu ça, mais je me suis rendu compte en fait que son monde intérieur est totalement différent de la mienne. Pourtant, quand on parle, on croit qu'on se comprenne. Mais à l'intérieur, elle ne voit pas des images visuelles. Elle a juste les espaces, les formes, les textures, etc. Et c'est ça. Il faut qu'on découvre nos propres points de référence et comment les gérer et ne pas sentir en fait victime d'une imagination qui court dans tous les sens. Eh bien, on revient au présupposé de PNL qui vient de je ne sais plus son nom. Ouais. Bon, bref, la carte n'est pas le territoire. Là, on est en train de se rendre compte que tout à chacun a son territoire, que quand on parle ensemble, on est dans des cartes qui sont communes, mais on ne sait pas réellement, comme tu dis, le rouge que tu vois, la perception que tu vas avoir à ce moment-là, etc. etc. Et on est vraiment dans cette notion de base est particulièrement importante pour comprendre que l'autre, comme nous-mêmes, on a nos propres points de référence et c'est au travers de tout ça, déjà quand on respectera les nôtres, on pourra plus facilement respecter les autres parce qu'on va se dire, effectivement, moi quand je vais être en contact avec un végétal, quand je suis avec un arbre, ma sensation c'est ça, alors que toi ta sensation c'est plutôt ça. Ah ok, d'accord. Pourtant on parle d'un arbre, on parle de la perception qu'on peut avoir à ce niveau-là. Et ça c'est particulièrement intéressant. Ouais. Et si on revient au départ à notre première session ensemble, on parlait de comment je suis venue à la méthode Silva et je disais une des raisons, c'est que je voulais comprendre comment Michael fonctionnait. Parce que je ne comprenais pas du tout ce qui se passait dans sa tête. Je savais que c'était vraiment très différent de la mienne, mais que lui, il avait des résultats et donc j'étais fascinée. Comment est-ce qu'on fonctionne vraiment ici? Puis comprendre Michael, c'était, je pense, c'était un boulot, quoi. C'était un boulot à part entière. Hein. Je relisais ça. Alors, on en profite. On fait de l'autopromotion. Mais on va rééditer le livre de Lee. Et justement, je disais dans tes remerciements où tu remercies Michael. Et je me disais, Michael, il assistait bien, mais alors fallait comprendre comment il assistait, quoi. C'était Michael, quoi. Et c'est exactement ça, cette notion de comprendre la carte du monde de Michael, c'était quelque chose d'un peu particulier. Donc pendant, on en profite. Hein, d'ici, je pense janvier ou février, le temps qu'on fasse ça correctement. Lee va rééditer via Amazon son ouvrage. Donc elle avait déjà édité. C'était qui ton éditeur?
Très Daniel et Courrier du Livre, qui est une subdivision. Exact. Et donc, vu que son contrat est fini ou ils vont pas le renouveler, elle a pris les droits et elle va vendre directement via Amazon. Donc, je vous dirai quand il sera en ligne. Mais si vous êtes intéressé, c'est intéressant parce que justement, il y a pas mal de son voyage dans tout ce milieu-là, avec beaucoup de to pretend, de fait comme si. C'est d'ailleurs le nom de l'ouvrage. Vous verrez, c'est intéressant justement pour comprendre aussi la carte du monde de Lee. Vous verrez comment elle capte les choses, c'est très sympa. Un petit point que, ah oui, c'était une question que je voulais te poser. Alors, c'est dans le manuel anglais et à un moment, il y a écrit « Étant donné que votre cerveau plonge en alpha pendant de très brèves périodes, juste des microsecondes, environ 30 fois par minute. » Et ça, je l'ai lu à plusieurs reprises dans à peu près tous les ouvrages là que j'ai avec Sylva. Est-ce que, alors là, cette référence-là, tu as une référence par rapport à ça? Donc, la seule et unique fois qu'on en parle, que moi j'ai entendu parler, c'était toujours dans les cours Sylva. Ça serait intéressant peut-être de voir avec Ed d'où vient justement ce concept, parce que ça explique justement pourquoi on peut avoir des flashs d'intuition quand on est totalement éveillé, fréquence bêta, et tout d'un coup, il y a des moments de créativité, des flashs, etc. Donc, et ils expliquent ça comme ça, qu'on a juste des microsecondes en alpha. Ouais, alors tu vois, ça c'est une bonne question à lui poser parce que, alors je voulais te poser la question avant de, peut-être, je vais même un peu chercher sur le net ultérieurement pour voir ce que ça donne, mais je trouve que ça c'était, vu qu'ils le mettent dans le livre de cours anglais, je me suis dit c'est pas mal, et d'ailleurs je l'ai relu dans les cours ultra là qu'on a pris. Et il y a plusieurs reprises ils le disent ça, et je me dis tiens, ça c'est intéressant de voir d'où vient cette information-là, parce que plusieurs fois par tu vois, environ 30 fois par minute, ça fait quand même. J'aimerais bien voir comment ça fonctionne sur l'onde cérébrale. Il faudrait que je regarde un graphe pour voir comment ça fonctionne. Alors. Je sais pas, parce que ça, c'est beaucoup, comme tu dis. Je ne vois pas comment ça peut apparaître sur l'électroencéphalogramme. Ouais, il n'y a pas eu de fait que quand tu viens d'apprendre quelque chose, souvent, il y a un petit plongée en θ. C'est comme si on se déconnecte un peu pour enregistrer profondément à l'intérieur. Et puis, donc, il a beaucoup étudié justement ce qui se passe dans les électroencéphalogrammes, mais là, comme tu dis, j'ai jamais vu ça ailleurs. C'est intéressant ce que tu dis. Tu dis que quand on apprend quelque chose, on plonge en θ? Oui. Ah, je ne savais pas. Encore des microsecondes, mais et ça, c'est quand même visible sur les électrodes. Tu apprends quelque chose, c'est nouveau, tu réfléchis et il y a ce moment où on descend en θ pour vraiment enregistrer. D'accord. C'est pour ça que c'est pour ça qu'il d'accord. C'est pour ça que ils mettent autant en avant l'hypno-learning à dire vous pouvez apprendre en transe parce qu'en transe on est en θ et en θ donc logiquement on ouvre davantage. D'accord, je comprends mieux le process. Ok, c'est intéressant. Je savais pas que ça se voyait. C'est intéressant. Alors qu'est-ce qu'il y a d'autre? Alors on va revenir sur la signification de ESP. Donc de PES pour nous en français. Donc, je relis dans le cours en anglais, il disait c'est pourquoi nous avons conservé les initiales ISP, donc PES, et modifié la signification en projection sensorielle effective. Donc, ce choix-là de rendre plus actif, parce qu'en fait, c'était l'idée de José, c'était de montrer que ce n'était pas des pouvoirs qui viennent de n'importe où, mais justement une projection. Donc, si on reprend vraiment la notion, c'est volontairement, je projette et avec mes sens internes, avec ma conscience interne, parce que là, c'est intéressant. C'est une projection qui se passe d'abord en interne, que j'envoie vers quelque chose. Toi, quand tu as entendu ce mot-là la première fois, ce concept-là, comment tu l'as perçu? Donc, projection sensorielle effective. Parce que c'est quand même quelque chose, c'est un concept à part entière. C'est complètement à part comme concept. Comment toi, tu l'as perçu quand on t'a dit, bon, salut Lee, maintenant, tu vas aller dans un cube de cuivre.
Et justement, cette notion de projection sensorielle, comment tu l'as perçue? Alors, ce qui est cool, c'est qu'on le fait en alpha, donc on pense un peu moins à ce moment-là et on fait ce qu'on nous demande de faire. Et c'est un des côtés sympas parce qu'on est vraiment guidé à cet instant-là. Mais justement, ne serait-ce que sur ce nom-là, projection sensorielle effective, comment toi, tu pourrais le déterminer ou en tout cas, qu'est-ce qui signifie pour toi? C'est peut-être ça le plus intéressant. Qu'est-ce qui signifie pour toi, la projection sensorielle effective? Donc, en fait, normalement, en anglais, si on entend ESP, on sait tout de suite, ça veut dire c'est quelque chose comme télépathie. Ouais. Il faut comprendre en fait que même si c'est assez bien connu, la terminologie ESP, Extra Sensory Perception, perception extrasensorielle, était en fait créée, c'était dans les années 40-50 par Dr. Rhine de Duke University, qui faisait des expériences justement, mais des milliers d'expériences. Et lui, officiellement, il a prouvé que la télépathie existe. Quand on dit prouvé, c'est-à-dire statistiquement. Il y avait certains sujets qui avaient la possibilité de deviner beaucoup plus que ce qui était normal. Donc, il a dit, voilà, donc il y a des... Mais pour lui, il y avait des gens qui étaient doués et des gens qui ne pourraient pas. Et tu es au courant que José Silva a correspondu avec Dr. Rhine? Oui, je l'ai lu dans sa biographie, ouais. Oui. Et effectivement, oui, il essaie de vivre, mais tout le monde peut l'apprendre. C'est pas un don, etc. Et moi, j'ai formé, blablabla, et Dr. Rhine répond, mais où sont justement tes évidences scientifiques? Parce que justement, il a fait ça de sa propre manière, il n'était pas inscrit dans tout le protocole de pouvoir répéter une expérience. Donc, il a tout recommencé avec de l'aide scientifique pour recommencer, etc. Mais c'est pour ça qu'en fait qu'il a changé. Il voulait dire que oui, c'est ESP, mais c'est pas extra, dans le sens que c'est pas plus, c'est pas anormal, tout le monde l'a. Et c'est pas non plus simplement perception implique que on est là et tout, ça arrive. C'est quelque chose, comme beaucoup de voyantes vous donnent les impressions. C'est des projections. Et en fait, ça m'a vraiment fait tilt. Parce que qu'est-ce qu'on fait quand on va dans le lieu où il y a de relaxation? On se projette et on utilise tous nos sens de façon effective ou efficace. Donc, en fait, pour José Silva, PES, c'est pas simplement télépathie, clairvoyance, perception à distance, c'est aussi l'imagination active contrôlée. Donc, pour lui, PES peut être actif quand on crée une image et on se projette dedans, ou ça peut être réceptif, ou on capte une information qu'on cherche pour une certaine raison. Et c'est la première fois, en fait, que j'ai vraiment trouvé cette définition de PES. Ce qui veut dire qu'en fait, on utilise déjà activement avant qu'on commence à parler de télépathie, intuition, etc. Ce qui est intéressant, c'est qu'on est toujours sur la même logique qu'a José Silva, c'est-à-dire il veut que les gens soient actifs. Et ça je pense que c'est essentiel. Et c'est la différence qu'il faisait avec l'hypnose. C'est soyez actifs, soyez proactifs de ce que vous mettez en place. Il ne voulait pas que les gens soient en θ, mais plutôt en alpha, pour justement avoir toujours la possibilité de diriger, orienter leurs idées, leur création d'images, leur dialogue intérieur, etc. Et là encore, on est dans cette notion de ne pas recevoir un message qui vient de quelque chose, mais d'être nous-mêmes au travers d'un encodage qu'on s'est créé, au travers d'un référentiel qu'on s'est créé, d'être apte à traduire, à avoir un petit peu notre pierre de Rosette par rapport à un ensemble de perceptions et de se dire, bah voilà, ma traduction, c'est ça pour moi avec mon ensemble. Mais c'est moi qui suis proactif. Ouais. C'est bien ça. Comprendre ces points de référence, c'est comme interpréter la pierre de Rosette pour nous-mêmes. Exactement. Super. Ouais. Je pense à ce moment-là que c'est un des points forts de Silva, c'est qu'à aucun moment, il demande à ses apprenants ou à ses diplômés d'être passifs et d'accepter tout ce qui est dit. Au contraire, il veut que tout à chacun puisse être proactif. C'est pour ça que je trouve que c'est un système qui
qui a beaucoup de qualité à ce niveau-là, parce que c'est pas faites ce que je dis. Alors après, même si à chaque fois, dès qu'une technique va pas fonctionner, votre instructeur il va vous dire est-ce que tu as fait correctement A, B, C, D, ok. Mais comme tu le disais la semaine dernière, au bout d'un moment, la technique du verre d'eau, tu fais plus le verre d'eau, tu n'en as plus besoin. Parce que ABCD, tu n'en as plus besoin, c'est devenu verre d'eau égale ça veut dire ton pattern il s'est mis en place, tu as un déclencheur, ça se met en place, tu as ta réponse, c'est cool. En fait, un des premiers instructeurs Sylvain formé disait souvent oui, les techniques sont formidables, il faut le exact, mais plus tu utilises, moins tu as besoin des techniques. Ce sont comme dire en français crutches. Ouais, des soutiens, oui, des béquilles. Des béquilles, ouais, des soutiens. Ouais. Okay. Donc, en fait, moi, je n'avais pas l'idée de penser à une technique comme une béquille, mais d'une certaine façon, on utilise la technique pour pouvoir mieux fonctionner, pour une béquille pour mieux marcher. Après, les muscles sont bien fortifiés et plus souples, on n'a plus besoin de béquilles. Et beaucoup des techniques formutives sont comme ça. On n'a plus besoin vraiment, on a appris comment faire de façon naturelle. Et c'est pour ça qu'il y a des dans le milieu Silva, il y a eu des gens ultra créatifs. On parlait de Burt Goldman la dernière fois. Il y a Robert Stone qui a développé tout plein d'ouvrages. Alors lui, il n'a pas arrêté d'écrire, où en fait, il reprend les concepts de Silva dans tous les sens. Alors dans tous les sens. Hein. Il a justement, lui, écrit un bouquin sur les PES qui s'appelle PES, hein, je crois, c'est ça. Je ne sais plus comment il s'appelle. Et où il te fait aller visiter les choses, aller dans d'autres endroits. Quoi. Il s'amuse vraiment à ce niveau-là. Et justement, où on sent qu'il a gardé un peu le fond, mais la forme commence à se modifier. Donc, c'est quelque chose d'assez intéressant. Ça vous laisse, vous, les apprenants ou les futurs apprenants, ou ceux mêmes qui apprennent par eux-mêmes, au départ, bien sûr, c'est ce que dans les arts martiaux, on appelle la forme qui emmène à la non-forme. Au départ, jusqu'à la ceinture noire, très souvent, on dit tu es obligé de suivre la forme. La forme parce que il te faut des bases. Et une fois que tu maîtrises tes bases, une fois que tu commences à avoir un certain niveau dans tes bases, tu peux lâcher ta base. Parce qu'on sait que tu l'as intégré à toi, c'est devenu une partie de toi, et donc tu vas en faire ta forme. Mais quand tu auras un problème ou autre, tu reviendras sur ta base. On le sait, c'est naturel chez à peu près tout le monde. Et c'est un peu cette notion-là, c'est d'aller de la forme à la non-forme. Et c'est vraiment cette idée qu'il y a dans la méthode Silva, à dire au bout d'un moment, c'est une méthode, puis après, tu l'assimiles, c'est ta méthode à toi, qui est initiée par Silva, mais tu vas en faire ton propre cheminement et avec ta sensibilité. Et on revient sur cette notion-là, tes points de référence, avec tes besoins, avec tout ce qu'il y a à ce niveau-là. Alors, attends. Qu'est-ce que j'avais trouvé apprendre à percevoir l'information. Ah oui, alors ça, je l'avais reprécisé sur les vidéos, mais j'aime bien cette notion-là. Le 303, ce qui est beaucoup mis en avant, c'est ce côté de percevoir l'information, d'aller prendre de l'information. Ça aussi, je trouve que c'est assez intéressant comme concept de se dire je vais me projeter dans différents formats, que ce soit animal, végétal ou autre, pour prendre de l'information. Donc, qui va éveiller un nombre de références, qui va me donner des informations que je vais après exploiter au mieux pour ce dont j'ai besoin, soit pour aider, accompagner quelqu'un, soit pour moi-même, pour prendre une décision, avancer. Parce que ce qu'on fait à partir du 303, ça ne met pas de côté tout ce qu'on fait avant. C'est un complément qu'on peut réutiliser. N'oubliez pas, la méthode Silva, c'est pas juste méthode 1, là, nous, on le sépare parce que c'est comme ça que le cours est formalisé. Mais au niveau technique, bien sûr que vous allez mêler les techniques les unes avec les autres. Vous pourrez très bien partir sur du PES à un moment donné et en même temps travailler avec le miroir de l'esprit et puis aller on verra après, mais dans le laboratoire et puis dans ceci et dans cela. Tout est intriqué et tout est facilement exploitable. Et l'information est quelque chose d'intéressant. On voit que l'information chez Silva, c'est quelque chose d'important. Le verre d'eau, les rêves, tout l'aspect PES, tout ça,
on voit l'importance de l'information. Tu as ressenti cette notion chez les instructeurs ou chez les personnes que tu as rencontrées dans cette recherche d'information au travers de la méthode Silva, toi, de ton côté? Mais oui, c'était la base de tout. Hein. José lui-même adorait apprendre. Il est toujours en train de lire les livres. Il avait une bibliothèque extraordinaire. Si jamais quelqu'un allait lui confronter dans un cours, un professionnel qui se considérait éduqué, et il disait non, José, c'est pas ça, les fréquences cérébrales, bêta, alpha, c'est pas 7 à 13. Il arrive le prochain jour de cours avec une pile de livres comme ça, avec des post-it, et les ouvre et il cite justement tous les livres scientifiques qui disent que alpha, c'est entre 7 et 13 cycles par seconde. Donc, il était vraiment avide de l'information, il l'utilisait, il ne cessait jamais justement d'apprendre. Est-ce que tu penses que dans la méthode Silva, l'information est un élément clé, notamment à partir du 303? Pas même, j'allais dire, dès le 101, parce qu'on a déjà des méthodes de prise d'infos, notamment avec le rêve en 101. Est-ce que tu penses que, quelle est la place de l'information, l'importance de l'information dans la méthode Silva? Est-ce que tu as l'impression que c'est vraiment quelque chose de central et d'essentiel, que le diplômé Silva ou l'apprenant Silva, hein, s'il ne fait pas un bouquin, la recherche de l'information juste pour lui, hein, là, dans un premier temps pour lui, est quelque chose de central à la méthode? Oui, mais c'est pas information pour avoir de l'information. C'est toujours, et là je cite toujours le texte, si c'est nécessaire et utile pour l'humanité. OK? Donc, est-ce que cette information est utile? Justement, est-ce que cette information peut m'aider et mes proches? Et effectivement, quand on entend toutes les études qu'il a fait en hypnose, en guérison spirituelle, tous les niveaux de Rosicrucian, tous les niveaux de, comment dire, la franc-maçonnerie, et en fait, il n'est pas resté dans ces institutions parce que pour lui, une fois qu'il avait pris l'information, maintenant, il voulait l'appliquer. Qu'est-ce que je peux faire avec cette info qui est utile? Donc, il était beaucoup moins intéressé par, comment dire, les philosophies, les belles idées et tout ça, mais est-ce que c'est quelque chose qu'on peut appliquer pour justement avoir une meilleure vie, créer un meilleur monde, servir les autres, etc. Donc, il y a ça, une information qui est utile. Je rebondis d'ailleurs là-dessus. Un des points dans l'ouvrage américain que je trouvais intéressant, plus vous vous entraînez à projeter votre esprit pour recueillir des infos, plus vous devenez précis. Cependant, il est préférable de s'entraîner à projeter votre esprit vers des zones de problèmes réels et de corriger ces problèmes. Il est tout le temps dans le concret. Donc, on voit